30 ans. J'ai plongé dans cette fameuse décennie avec une grande partie de mon entourage et des tonnes de questions existentielles. Et il m'a fallu une cohabitation avec des gens bien plus jeunes que moi pour que surgisse cette interrogation. C'est quoi avoir 30 ans en 2022 ? Entre remise en question, attente, perte de repères et meilleure connaissance de soi, je suis donc allée à la rencontre des gens de mon âge pour un bilan générationnel. À nos 30 ans. 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 Alors aujourd'hui, on est dans un nouvel épisode d'À nos 30 ans et je suis avec Estelle qui est très détendue. Salut. Voilà, et je vais te laisser te présenter parce que moi je n'ai rien à faire. Ton nom, ton âge. Ok, je me lance. Du coup, c'est Estelle. Je vais avoir 30 ans dans un mois et demi. Donc, on n'est pas tout à fait avec le titre de ton podcast. Je suis désolée. Hors sujet, mais à la diffusion, tu auras 30 ans. Ah, eh oui, ça va être diffusé plus effectivement. tard. D'accord, donc je me projette comme si j'avais 30 ans, comme si C'est ça allait ça. tout bouleverser dans ma vie. C'est ce qui va se passer, tu verras. C'est horrible. Je pense que pour me définir, je suis quelqu'un d'assez sensible. Je donne souvent mon signe astro parce que je trouve que ça en dit long sur en tout cas ma personne. En tout cas, moi je me retrouve beaucoup. Du coup, je suis poisson et ascendant lion. Ce qui explique justement cette grande sensibilité. Je te vois te moquer de moi. Non, mais parce que hier, tu l'as beaucoup dit, parce que je suis poisson, mais là, la meuf est verso, quoi. Moi, je suis à quoi ? La meuf justifie tous ses choix. J'ai pas les rêves, alors je suis genre, attends, ça marchera oui, pas. C'est vrai que j'ai dû t'expliquer des cours en Oui, quoi c'était oui. important. Et le côté lion qui se retrouve notamment de par les conversations ou les rencontres que j'adore faire. Et parfois aussi le côté un peu carriériste, qui a souvent été un gros mot en tout cas dans ma bouche, mais que j'accepte de plus en plus à dire. Tu veux que je te raconte un peu mon parcours ? Ouais, je veux bien que tu me dises à partir de 18 ans, à peu près quel moment d'études supérieures, pour savoir jusqu'où t'en es arrivé et tes expériences de vie. Carrément. Et alors du coup, moi, à mes 18 ans, je sortais d'un lycée catho, donc privé. Je sais pourquoi ce regard, mais oui, je comprends. Que j'ai en vrai plutôt mal vécu, puisqu'en plus c'était la période des élections, donc Sarko, Hollande. Donc forcément, même si à 18 ans, t'es pas ultra politisé, on en parlait beaucoup et moi je commençais à sentir un truc en moi, tu vois, qui bouillonnait et je me disais mais c'est dingue, je comprends pas pourquoi les gens ils pensent pas tous de la même façon et pourquoi on n'a pas du tout, on a vraiment des idées contraires. Donc là c'est la première fois je pense où je me suis confrontée un peu à des schémas de pensée en tout cas qui me mettaient profondément en colère. Mais tu n'en étais pas aperçue avant d'un écart de mentalité. Si, je m'en étais aperçue parce que je traînais avec des personnes qui venaient pas du tout de la même classe sociale que moi. Mais tu sais, à ce moment-là, en fait, tes relations, elles sont surtout basées sur le côté scolaire, mais aussi la découverte de la fête, ce genre de choses. Et je traînais quand même avec des personnes qui, bien que pas forcément engagées ni politisées, ne tenaient pas forcément de discours, en tout cas, choquants. Et c'est justement en sortant dans d'autres milieux et en allant au gros stuff et tout, que là je me suis rendu compte que en fait peut-être qu'en fait depuis le début j'étais moi dans mon petit microcosme mais que je me rendais pas du tout compte de propos ultra racistes et fachos et qui me mettaient vraiment hors de moi. Donc je suis sortie du lycée quand même un peu affaiblie par ces relations, ou en tout cas en me disant c'est bizarre, j'ai vraiment la sensation de pas être à ma place. Et je me suis tournée vers une formation vraiment hyper généraliste. J'ai fait un IUT GEA parce que je savais pas du tout quoi faire de ma life. Vu qu'on sort avec des maths et du français, t'es là, ok, est-ce que je dois être dans le design, en fait, j'en sais rien, je ne connais même pas les métiers auxquels je pourrais prétendre. Donc j'ai fait cette formation qui, pour le coup, m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, où je me suis fait plein de potes, et c'était vraiment des super chouettes années. À cette époque-là, moi, j'avais rencontré du coup mon premier petit copain, avec qui je suis restée 3 ans et demi. Et lui sortait d'une formation, donc il était un peu plus âgé, et il sortait d'une formation dans le numérique. Et en fait, moi, du coup, c'est là où j'ai commencé à lancer mon blog.
Donc je me suis un peu formée à la photo, à l'écriture, que j'aimais beaucoup, même si ça restait, tu vois, de la rédaction un peu... Enfin, c'est compliqué parfois d'être vraiment dans l'intime profond sur un blog. Puis la plupart du temps aussi, j'écrivais des recettes. Donc, j'allais pas raconter non plus ma vie. C'est pas forcément de le plus brocoli. facile. Voilà, c'est pas le plus simple à rendre littéraire, peut-être. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est là où j'ai découvert vraiment... c'est horrible de dire ça. Ma passion pour le voyage, ça me fait trop marrer parce que c'est vraiment, tu sais, ce que tout le monde met sur les apps de rencontre. Tu es devenue digital nomade. Absolument. Van life. Pardon, désolée, ça m'a l'archétype de cette personne qu'on déteste, mais un peu en avance parce que j'avais 20 ans. Ouais. Oui, non, c'est vrai que c'était moins démocratisé. Je pense même qu'on peut dire que je suis... je pense que tu es la figure de proue de ce mouvement. Pas du tout. Mais en tout cas, j'ai découvert les voyages en sac à dos. Ça, c'est cool. On voyageait beaucoup avec Interrail, du coup, qui permettait de se déplacer dans des prairies... C'est vrai que ça s'est beaucoup fait à un moment. Ouais. C'est vrai que c'était très populaire. Il y a beaucoup de gens qui utilisaient ça. Franchement, c'était trop cool. Enfin, moi, je sais que le premier voyage que j'avais fait, c'était jusqu'en Norvège. Et donc, on avait fait du covoit. Ensuite, on a fait du couchsurfing chez un petit papa trop mignon en Belgique qui nous avait reçus, mais genre comme des petits princes. Et juste lui, il voulait savoir mais est-ce que vous allez voir des baleines? Enfin, moi, je suis juste trop contente de recevoir un autre couple. Enfin, vraiment, il nous a mis trop bien. Et là, du coup, la découverte vraiment de la nature, mais de la marche aussi, où tu te découvres. Ce qui était quand même un risque, parce que je crois que ça faisait 3-4 mois qu'on était ensemble, et on est directement partis en mode, ok, là, pas de... C'est l'épreuve ultime. Pas de superficialité. Enfin, en fait, on va se voir, on va être dégueulasse. On va se doucher une fois tous les 7 jours dans des lacs à 2 degrés. Ce qui est drôle, c'est que ça fait écho. L'autre jour, c'était Léna Situation qui parlait de son ascension du Kilimanjaro avec Seb Lafrite, son conjoint, et qui disait qu'elle, ça avait été l'épreuve le test ultime de son couple, justement parce qu'il se douchait pas, qu'il se lavait pas, et qu'il était vraiment épuisé et dégueulasse, et qu'elle avait trouvé que c'était un bon moyen de venir checker. Carrément. En vrai, c'est là où nous, on s'est pris la tête, tu vois, sur le voyage, mais pour des trucs de merde. Mais en fait, t'es obligé parce qu'il t'arrive plein de merde, justement, de train loupé, où tu finis par dormir je ne sais où, t'as froid, enfin bref, il se passe plein de choses. Et moi, du coup, ça m'a plutôt rassurée sur c'est cool, je pense que j'ai plutôt un bon... je prends ça plus en fait avec de la rigolade de ça ferait une bonne anecdote, tu vois, à raconter. Là où il y a des personnes vraiment que ça... Qui vrillent. Qui vrillent. Moi, je vrille un peu. Ok. Et j'ai ma sœur, sa mentalité, c'est dans 10 ans, on en rigolera. Ok. Ce qui m'énerve sur le moment quand elle le dit, je suis là, oui, mais on n'est pas dans 10 ans. Donc, pour l'instant, on n'a pas de voiture. Oui, il faut avoir suffisamment de recul. Donc, toi, tu n'aimes pas trop, par exemple, les imprévus en voyage? J'apprends à gérer les imprévus. Ok. Mais avant, c'était une vraie source d'angoisse. Ouais, je vois. Mais ça va mieux. Enfin, effectivement, j'ai plus le recul de me dire, là, tout de suite, c'est pesant. Ouais. Après, je dis ça, il y a 2 semaines, j'avais plus de voiture, ça m'a mise en PLS, mais j'ai réussi à trouver des solutions, par contre, ce que j'aurais pas pu faire à une époque. Ouais. Donc bon. C'est marrant parce qu'on se dit souvent ça avec... j'ai une grande sœur, Laura, du coup, qui vit à Paris. Et on était partis en voyage toutes les deux, et on était censés aller en Laponie. Et en fait, on arrive à l'aéroport de Kittilä et on loupe notre vol. Genre, il n'y avait aucune pendule dans tout l'aéroport, c'était nymphe. Et on se dit, du coup, on va aller manger un petit bout et se prendre une petite bière. Penses-tu? Le temps passe et genre, on se dit, putain, c'est quand même bizarre et tout. Enfin, ok, tu vois, on avait 2-3 heures de pause, mais quand même. Et sachant qu'on partait que pour 4 jours, c'était un voyage qu'on avait gagné, genre Maminova, enfin bref, c'était un truc de ouf. C'est quoi? C'est un camoulox? Vous avez gagné un voyage en Albanie avec Maminova? Ma sœur a gagné un voyage, elle a écrit un poème sur comment elle mangerait des yaourts au pays des yaourts, c'était sa grosse punchline. Et du coup, on avait genre un voyage, mais c'est indécent, c'était genre 8000 balles à 2 pour 3-4 jours où on était reçus genre comme des... vraiment comme des reines. On avait l'impression d'être vraiment genre les princesses primo sont attendues. C'était... Mais ils cherchent encore des poètes pour leur yaourt ou pas? Parce que moi, ça m'intéresse. Moi, j'ai pas d'argent. Je sais pas. J'ai pas la plume suffisante pour te dire. Mais moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai joué à un jeu, de toute façon, je n'ai jamais gagné. Par contre, ça m'a permis de me dire, ok, c'est pas un fake, ça existe. Ah non, ça existe. Vraiment. Ça existe.
Et donc, on loupe notre avion. Mais et vous on n'aviez s'est pas dit, de portable? bah, en fait, on n'a pas de je crois que notre portable, tu sais, on n'avait pas activé les données. On s'était dit... ou notre portable, je crois, ne s'était pas mis à jour. Ça devait être ça. Et donc, on se retrouve dans cet aéroport. Non, moi, j'ai jamais de montre. Et on se dit, bon, bah, foutu pour foutu. En fait, on sait très bien qu'avec n'importe qui, ça se serait trop mal passé. Mais là, on s'est dit, putain, au moins, on a une chance là-dedans, c'est d'être ensemble et de tout prendre à la rigolade et de se dire, ok, on est voué à passer la nuit dans cet aéroport. Heureusement, on a réussi à trouver un autre vol le matin qui nous faisait arriver pile pour le début des activités. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, vas-y, on va faire la tournée des bars, des magasins. J'en étais sûre que tu allais dire tourner des bars, je sais pas pourquoi. Et on s'est fait pote, en fait, avec tout le personnel de l'aéroport qui devait voir deux énormes schlagos se trimballer juste du fumoir au bar et d'être là en mode genre, bon, bah, de toute façon. Est-ce que tu aurais été plus énervée si tu avais payé? Si le voyage, c'est toi qui l'avais payé? Ça a été payé par des yaourts, qu'on soit bien clair. Bah, déjà, c'est vrai. Merci les yaourts, Mamie Nova. Déjà, en fait, je me serais jamais offert un voyage comme ça. J'avais pas la 1000 balles pour 4 jours, c'est bizarre. C'est pas très... Mais je pense pas. Ok. Ouais, je pense que j'essaye de me dire, en fait, la situation, elle est telle qu'elle est. Okay. Je peux pas revenir en arrière. Donc, soit ça veut dire qu'on... en fait, on est en double victime parce qu'en fait, on va en payer. Déjà, on a loupé le truc, mais en plus, on va passer une mauvaise soirée et se prendre la tête et se dire tout ce qu'on aurait pu faire, voire se remettre la faute l'une sur l'autre, tu vois. Ce qui sert à rien d'ailleurs au final. Ce qui sert à rien du tout. Donc moi, j'apprécie justement être avec des personnes, tu vois, qui ont un peu ce tempérament-là et de se dire, ok, il peut nous arriver plein de merde, quoi qu'il, on en rigolera, quoi. Ouais, je comprends. Mais c'est pas facile. Mais moi, ça dépend de ce qu'il y a derrière. Genre, quand j'avais pas de voiture, c'est parce que j'avais le boulot derrière et il fallait que j'y aille. Et je pense que dans ton cas, j'aurais été vraiment, par contre, chafouine. Chafouine, mot que j'utilise très mal, c'est pas le bon mot. Ça veut dire quoi alors, du coup? Chafouine, c'est quelqu'un qui est filou, apparemment. Personne l'utilise comme ça. Personne dit ce gosse est chafouin. Ouais, je suis un peu bougon. Renfrogné, ouais. Bah, en tout cas, moi, j'aurais été chafouine peut-être une demi-heure. Moi, en général, c'est un peu ma réaction de... Oh. Mais après, bon... Non, mais une demi-heure, ça va. Oui, voilà. Une demi-heure, c'est ok. Et puis là, ce que tu dis, tu vois, par exemple, si ça t'arrive parce que problème de voiture qui t'empêche d'aller au taf, là, je comprends. Parce qu'en fait, t'impactes aussi d'autres personnes, voir en plus l'image que tu renvoies. Enfin, donc là, pour le coup, moi, ça pourrait me saouler. Oui. Je veux dire, dans un truc de voyage, tu te dis... C'est très différent. En vrai... Tu dis, ça fait chier, mais bon. Ouais. De toute façon, que tu hurles ou que tu pleures, ça va pas... C'est ça. Ça va pas modifier grand-chose. Bref. Donc, vous avez picolé avec tous les gens de l'aéroport. Ouais. Et vous avez pu faire votre truc. Et on a fait notre voyage et c'était incroyable. Vraiment. Ça a l'air pas mal. Là, tellement intense qu'en fait, je me demande des fois, genre, si c'était réel. Réel, vachement. Ouais. Et heureusement qu'on a pris des photos qui permettent de témoigner de ah, c'était bien notre petite tête ici. Donc, c'était trop chouette. Ouais, aurore boréale, enfin tout. Moi, je me suis mise à chialer. Enfin, c'était incroyable. Ça, c'est parce que t'es poisson. Bah oui, forcément. Oh mon Dieu, une petite lumière verte. Moi, je suis lion, je suis genre, c'est moins bien que moi. Non, en vrai, c'est genre... Ça doit être tu ouf. peux pas, quoi. Tu peux pas être insensible à ça, ouais. Donc dingue. Et donc, ouais, l'attrait, en tout cas, du voyage qui commence à se matérialiser et puis, en fait, la découverte aussi de soi. Parce que t'es dans des contextes où justement tu peux te surprendre et te dire waouh, mais en fait là, bête de meuf, tu vois. Bête de meuf, genre t'arrives à t'organiser, enfin t'arrives à te repérer. Moi, je sais que ma mère me dit très souvent que genre j'avais pas du tout le sens de l'orientation. Au final, j'arrive de ouf à me repérer et en fait t'es un peu pas en mode survie parce que pas du tout. T'es en voyage, donc tranquille. Mais quand même, tu vois, t'as les merdes du quotidien, de comment tu vas manger, parce que des fois, t'as trop randonné et en fait, tu peux pas. T'as pas de magasin aux alentours, enfin voilà, plein de choses. Mais je crois que tu vas chercher des ressources en toi. Ouais. Dans ces moments-là que tu vas pas utiliser au quotidien. Carrément. Parce que ton quotidien, c'est passer chez Super U. Ouais. En termes de ressources pour la bouffe, tu vas pas chercher loin. C'est vraiment, tu peux te faire une petite quête de qu'est-ce que je vais apprendre sur moi. Entre deux rayons. Entre les conserves de cassoulet de poisson, tu dis qu'est-ce que j'apprends sur moi là. Et là, tu peux te surprendre en disant attends, j'étais végétarienne depuis 8 ans. Faut pas sous-estimer. Je sors avec un steak haché. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis surprise. C'était pas prévu. Non, mais c'est vrai que quand t'es d'autant plus dans ton pays, dans ta langue et tout, c'est vrai que tu fais pas
Et après, des fois, c'est très apaisant. Heureusement que c'est pas une guerre tous les jours, mais dans ces moments-là, je pense que tu fais appel à des ressources de débrouille constante que t'as, en fait, parce que c'est pas ta zone de confort. T'es pas dans un endroit que tu connais, pas avec une langue que tu connais. Carrément. Et d'ailleurs, c'est ça, moi, à chaque fois que j'étais dans des pays étrangers, il y a souvent la langue. Et t'es vraiment en inconfort un peu tout le temps, quoi. Ouais. Et en même temps, ça va. Au bout d'un moment, moi, ça me fait ça avec l'anglais. J'ai un anglais qui est correct, mais pas le plus fluide du monde. Et là, j'étais à Dublin, et les premiers jours, t'es un peu genre... Puis au bout d'un moment, tu dis, bon... Clairement. Puis, enfin, personne pour te juger. Et puis, Ils en fait, en ont il y a un rien moment, à il faut bien foutre. savoir communiquer. Ah ben, quand tu trouves pas ton bus ouais. ou que t'es perdu... Alors après, on est beaucoup sur les portables, là, et on peut trouver, mais... Et c'est surtout les Irlandais, comme beaucoup dans beaucoup de pays anglophones, ils sont habitués à d'autres accents, vu que l'anglais, c'est la langue mondiale. Donc, ils sont bien plus habitués aux gens qui parlent anglais avec des accents que nous en français, tu vois. Et puis, bon, l'accent français est pas mal... Et quand même... Ça fait pas mal. ça peut être plutôt un atout. C'est vrai. C'est vrai que quelqu'un qui nous parle en français, on est un peu en mode... Ok. Bah, dès qu'ils ont un accent, on est un peu genre, mais tu viens d'où? Ouais. C'est horrible. Ouais. T'as un accent hein, quand tu parles, les gens sont là, bah, je sais. Parce que... Terrible. Ouais, l'ego français. Mm-hmm. Je préfère les Belges. Tu sens que depuis le début, ils savent que de toute façon, tout le monde se fout de leur gueule. Moi, j'ai un petit kiff sur l'accent québécois. Mais tout le monde... Mais vraiment, c'est... Là, je rematais une série, ça s'appelle M'entends-tu, qui est incroyable, d'ailleurs, que je conseille. Les 2 premières saisons sont sur Netflix et ça parle vraiment de sororité, de meufs qui sont méga dans la précarité, beaucoup de violence aussi, donc c'est assez lourd quand même à regarder. Mais genre juste, c'est trop beau parce que... M'entends-tu? Ouais. Parce que moi, j'ai vu les Simone, qui étaient violents aussi. Ok. Ah non, mais Québec, oui. Ouais. Oui. Et du coup, c'est marrant parce qu'on en parlait avec mon autre grande sœur, du coup, qui me disait, mais meuf, pendant 3 jours après, je me suis prise pour une Québécoise horrible à être là en mode genre, pas toutes. J'étais là, ah oui, donc... mais il y a un petit truc où vraiment je me dis, mais waouh, enfin, même si on me gueule dessus, j'ai l'impression que je serais là, mais en fait, ta langue est tellement chantante tu peux pas les prendre au sérieux et expressive que c'est beau, quoi. Mais apparemment, c'est le français qui était parlé autrefois. Ok. Apparemment, le québécois, mais moi, c'est ce que j'ai entendu, que c'était la langue qui était parlée, genre, peut-être au Moyen-Âge, un truc comme ça, et ça me fume d'imaginer des rois ou des trucs comme ça qui avaient ça. ça. À côté de ça, quoi. Ça aurait été trop bien. Mais ça aurait été tellement stylé. Regarde là, cette interview, par exemple, elle aurait pris, mais... Une tournure. Je pense j'aurais tellement de... Ben non, ça serait notre langue, on serait genre... Oui, c'est vrai, du coup, on y serait insensible. On C'est serait ça. en mode, oui, classique. Par contre, il faut que j'interviewe des Québécois, il faut que j'en trouve. Ouais. Essaye. Ok. Donc, Laponie, voyage, et donc, par la suite, tu continues de bloguer, recettes, tout ça. Ouais. Tu fais aussi tu dis un tout petit peu de montage vidéo? Non. Trop? Non, photo. Là, moi, ouais, de la photo. Mais honnêtement, je pense que j'étais pas très douée. J'étais pas non plus très persévérante, tu vois. Ok. Et mon copain de l'époque, lui, pour le coup, vraiment, en fait, il avait une persévérance vraiment de... Je veux en faire mon métier et donc j'y mets vraiment toutes les capacités. Je m'achète du pur matos. Tous les week-ends, je suis partie pour faire ça. Et moi, du coup, j'ai commencé à ressentir ça en fait un peu comme une contrainte. Ah oui, donc pas cool. Tu vois, ah merde, j'ai encore loupé mon article de blog. Et surtout aussi, je trouve que ça avait changé quelque chose dans nos voyages. Pour moi, ça avait perdu en fait de l'authenticité dans ce qu'on vivait. Dans le sens où parfois, tu vois, tu tombes devant un spot trop beau et un lac magnifique. Et moi, j'avais juste envie de courir dedans, de sauter. Et en fait, il s'avère que c'est pile la bonne heure pour prendre la photo. Et donc, d'abord, fallait s'arrêter, prendre la photo. Et moi, je me disais, il y a un truc, tu vois, là-dedans qui me dérange. Et... ça enlève la spontanéité du moment, quoi. Ouais, mais c'est ça. Comme les gens qui vloguent. Je pense qu'il y a des photos qui méritent pas d'être prises et qui méritent juste, tu vois, d'être des photos mentales et des moments que tu garderas à vie, quoi. Et je me demande souvent ça, les gens qui vloguent ou qui font beaucoup d'Instagram et qui en vivent, où ils ont l'air d'avoir photographié beaucoup de moments de leur voyage. Je sais pas si j'aimerais vivre avec quelqu'un qui fait ça, tu vois. Ouais, c'est dur, hein, je pense. Constamment documentariser ce que tu vis. Pour moi, c'est un jeu un peu dangereux si ça reste une activité pro, mais qu'après ça rentre dans ta sphère privée. Je crois que ça me gonflerait un peu. Donc je comprends.
Et puis je pense que ça doit être difficile de capter vraiment des moments de vie sans être vu déjà. Donc comment tu caches ton téléphone sans que ton proche ou ta proche soit en mode ok je pose, je sais très bien qu'à tout moment. Du coup j'ai l'impression qu'on est, déjà on est dans une sphère où l'importance des réseaux, d'être traqué, on a l'impression qu'en fait on est sans cesse aussi filmé, exposé. Là j'aurais l'impression tu vois de tout le temps porter un filtre de tu vois à tout moment en fait on va me prendre en photo, je vais tout le temps être mort de rire ou je vais être Mais après je pense que tu peux masque oublier. en fait un peu. Ah oui, je pense que pour avoir quelqu'un dans la spontanéité, c'est un boulot. Hein. Ouais, ça doit vraiment être dur. Donc moi, à partir de ce moment-là, en fait, j'ai vraiment tout lâché et c'est le moment où du coup je me sépare. Moi, entre-temps, j'avais continué mes études. J'avais fait un master. Du coup, je m'étais dirigée dans le numérique. Et là, j'ai l'impression de retourner en mode comme au lycée. Donc, comme une école de commerce, où tout d'un coup, je me dis, on n'a pas du tout les mêmes rêves. On n'a pas du tout les mêmes envies de soirée. J'ai l'impression que... qu'il y a un peu une catégorie de personnes, tu vois, genre cool, avec qui traîner, machin. Et en fait, moi, j'avais l'impression de m'être sortie de ça. Et là, bim, on retourne dans des cases. Et donc, ça, c'est compliqué. Je suis sur Bordeaux à ce moment-là. Par contre, super chouette parce que je rencontre ma meilleure amie à ce moment-là, qui, elle, vivait à Tours. On se met en coloc là-bas. Et ensuite, moi, je rentre sur Nantes. Je suis directement rentrée dans une agence dans laquelle je suis restée 6 ans. Il faut savoir que entre-temps, j'avais fait un stage genre dans la com, dans une start-up. Et vraiment, ça m'avait dégoûtée du monde du travail. Dès la première semaine, genre, j'appelle ma rhum et je lui dis... je suis en larmes et je lui dis, mais maman, mais je crois que je suis pas faite pour travailler en fait. Je crois que j'ai du mal avec l'autorité. Je crois que ça va pas le faire. Et là, ma mère me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et aussi, attends, t'as pas payé ses études pour que tu te rendes compte que finalement, tu veuilles pas le faire. Et en fait, il faut savoir que vraiment, là où j'étais, c'était que des propos ultra misogynes au quotidien, que fallait tout me... j'avais besoin tout le temps de l'approbation de mon chef surtout, mais genre, limite, tu signes ton mail... est-ce que tu as bien mis le bien cordialement? J'avais l'impression d'être infantilisée à souhait. Et du coup, quand je suis arrivée dans l'agence dans laquelle je suis restée longtemps, qui était vraiment... qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, le premier truc qu'on m'a dit, c'est « Mais Estelle, on t'a embauchée, en fait, on te fait confiance. Et puis si tu as besoin de conseils, on est là. Mais par contre, on te fait confiance. » Et ça, pour moi, j'étais là, quoi? Vous voulez dire que là, ce que je vais poster ou ce que je vais faire... vous n'avez pas besoin de checker à la virgule près. Ben non. Et là, ça m'a fait genre un soulagement immense de déjà, ok, je suis capable de bosser. Et surtout, une première mauvaise expérience ne définit pas, surtout dans des startups où on sait très bien qu'il y a quand même beaucoup d'abus. On fonctionne beaucoup aussi sur les stagiaires, les CDD, et, les contrats en fait précaires. Voir les services civiques, des étudiants, mais voilà. Ça c'est horrible. Ouais. Donc en fait, ils s'en fichent que ça se passe pas bien parce qu'il y aura tout le temps du monde qui aura besoin en fait de ces premières expériences. Et voilà. Donc pour moi, ça, grosse révélation où je me construis et surtout où ça devient un... On m'avait souvent dit, surtout au travail, on parle jamais du perso, de l'intime, du politique, de tes convictions. Et là, en fait, j'arrive et tous les midis, on a des débats sur l'actualité, sur les présidentielles, sur le social, sur le végétarisme, sur la condition de la femme dans notre société. Et je me dis, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et surtout, je me rends compte aussi que je suis avec des personnes qui partagent profondément les mêmes valeurs que moi. Et ça me fait un bien fou. Parce que du coup, je sais que je peux être 100% honnête, que j'ai pas besoin non plus de laisser toute ma vie, tu sais, genre quand t'arrives au travail, normalement tu laisses tout à la porte, et que là en fait s'il y a des moments où je suis en colère, où je suis pas bien, et ben j'ai le droit aussi. Bien sûr, je reste professionnelle, donc je fais mon taf, mais par contre, on se nourrit et on s'enrichit les uns et les unes et les autres. Ok.
Donc là, il n'y avait plus l'idée de « je suis pas faite pour le travail ». C'est la condition, c'était qu'on te laisse libre. Ouais, exactement. Et même, je pense que c'est là aussi que le côté un peu, tu vois, je te disais carriériste. En fait, je sais pas si c'est carriériste, c'est, je pense, j'ai besoin d'être un peu dans la prise d'initiative et du coup qu'on me laisse énormément de liberté. Ça, c'est genre vraiment hyper important pour moi. Je sais pas si c'est la définition exacte de carriériste, mais en tout cas, ça me semble pas être un gros mot. Je pense qu'on y a mis à carriériste, genre prêt à marcher sur les autres pour réussir, qui serait un peu le modèle américain, mais tu peux être carriériste et sympa. Ouais. Et juste que ton boulot, ça soit important de t'y investir. Donc, il y a de ça, il y a aussi, tu vois, le fait de se dire... la valeur du travail, moi, c'est pas forcément une valeur, tu vois, à laquelle j'adhère. J'allais voir là une conf gesticulée qui était géniale, qui est justement sur l'anti-travail. Et en vrai, c'est passionnant. Enfin, tu sais très bien que le travail, c'est une source et un renforcement des inégalités sociales, financières, enfin tout, qui est énorme. Donc pour moi, dire que je suis carriériste, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que ça va à l'encontre de mes valeurs. Que moi, je pense que le travail, en fait, en tant que tel, le travail, c'est... tu vois, c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est de prendre soin de ses amis, c'est d'être dans de l'associatif, c'est de faire en sorte de préserver les terres, le vivant. En fait, il y a plein de choses qu'on fait qui devraient... C'est hors notion capitaliste, en fait, c'est ça. Exactement. Donc, du coup, dire ça, pour moi, c'était compliqué parce qu'effectivement, je m'inscrivais dans le numérique ou la technologie. Bien sûr que ça a beaucoup moins de poids, tu vois, que pour moi dire en fait je travaille, je suis maraîchère par exemple. Pour autant, je sais reconnaître qu'il y a énormément d'initiatives, de soutien, de solidarité qui est passée à travers ces outils. Mais il y a plein de fois où moi j'avais l'impression de faire un bullshit job. Par contre, ça faisait naître des sentiments chez moi qui étaient... de l'autoréalisation, j'étais fière de moi, j'avais l'impression, tu sais, un peu comme quand tu as une checklist dans la tête, d'avancer, donc idée encore ultra capitaliste, mais d'être productive, donc de pas avoir rien fait de ma journée, d'avoir pu aider à ma manière en tout cas des personnes, et surtout l'aspect hyper créatif qui pour moi a été c'est le premier truc que tu m'as dit hier, créatif. Ouais. Parce que tu bosses avec plein de personnes différentes. Ouais. Donc, tu es entouré de designers, développeurs, d'ingénieurs, des personnes qui sont, en tout cas, très intelligentes, qui remettent en question beaucoup de choses. Et tu as l'impression de pouvoir créer plein de projets stimulants. Mais oui, mais non, mais c'est bien. Et c'est bien d'avoir ta notion de créativité et de la mettre là, au service de quelque chose. Et encore une fois, en plus, tout n'est pas... C'est pas figé, t'as pas signé pour 35 ans de ta vie, tu vois, tu sais pas vers où ça va. Là, je suis en CDI pour 35 ans. J'ai signé. Ah, d'accord. Ah oui, c'est qu'il y a des grosses... Horrible. Attendez, parce que j'ai assez CDI déjà pour la pas vie. Je serais dedans. Me demander de me projeter dans la semaine. Oui, horreur je sais de faire ça dans un en mois, entretien. non. Quand ils disent, vous voyez dans 5 ans, je suis là, ah, mais je sais même pas où je suis dans 6 mois. Tranquille. Ouais. Je sais pas si c'est une question... Tu penses qu'on la pose encore ? Je ne l'ai pas eu à mon dernier entretien. Je l'avais eu dans un entretien dans la vente à Nantes, là. J'avais vraiment répondu premier degré, je n'en sais rien. Ouais. C'était dans 5 ans. Ouais. Non, puis en plus, avec l'évolution du monde actuel, bon, en vrai, si on me demande dans 5 ans, je dis, en vrai... déjà vivant, c'est bien. Ouais, est-ce que le monde va s'effondrer ? Enfin, qu'est-ce qui va se passer ? Oui. Donc, vous dire que je serai toujours là dans mon job à dire, ok, on va créer telle app, peut-être que ça sera devenu tellement futile complètement. Ouais, c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Et puis moi, on sortait du Covid, c'est aussi... Enfin, justement, ça nous avait un peu tous remus. Je savais même pas si je restais à Nantes ou... Enfin, tu vois, c'était un peu genre, waouh, je payais très cher de loyer pour zéro bonne raison, vu que je pouvais pas aller boire des verres ni aller au ciné. Et du coup, je me rappelle, c'était vraiment des époques où on était encore plus bouleversés dans la projection, quoi. C'était... Imagine, on a une vague comme ça. Enfin, ça remettait un peu tout en question, quoi. Et du coup, je vais rebondir sur la question suivante. Mais tu as un peu répondu quand même dans l'apprentissage de toi-même, justement, si tu arrives à checker la Estelle il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Donc, entre 19 et 20 ans, quoi. Ouais. C'est quoi
ta perception, parce que tu dis que tu as beaucoup voyagé, tout ça, que tu as eu des relations amoureuses, que tu as fait des trucs, ou tu as arrêté, tu as fait d'autres choses. Donc ça a forcément modulé des choses chez toi. C'est quoi ton changement de perception de toi-même à tous les niveaux, psychiques, physiques ou en général de toi, comparé? Est-ce que tu as l'impression que ça a bien évolué, ça? Ta conscientisation de toi, vraiment. Ouais. Alors, j'ai l'impression que de toute façon, l'année de la vingtaine, ça a été... pour ça que vraiment, les 30 ans, en fait, je les attends plutôt avec impatience parce que j'ai l'impression que c'est un cycle énorme qui se termine et que toute la vingtaine a été un énorme chamboulement tu vois, de découverte même de mon orientation sexuelle, puisque jusqu'à présent, j'étais sortie qu'avec des hommes. Mon militantisme en tout cas, commencer à faire des choses, choisir ses combats aussi et me dire là il y a quelque chose qui résonne pas en moi, donc il faut peut-être que je commence de plus en plus à m'aligner, savoir dire au revoir aussi en fait à des personnes, les aimer pour ce qu'elles ont été dans ta vie, mais savoir aussi se quitter avant de se détester parce qu'on prend des chemins qui sont trop différents. Que moi il y a des propos que je peux plus entendre et voilà, et c'est beau en fait parce qu'on est toutes et tous là pour s'accompagner sur un bout de notre vie, de notre chemin, et du coup je trouve ça chouette, et voilà, et de m'entourer de personnes qui me font du bien, plus être un peu dans l'apparence de hey, j'ai 36 000 potes, je sors, enfin regarde mon agenda, oula, est-ce que je pourrais te trouver une place? En fait, la quantité, on s'en fiche, et d'arrêter un peu d'être dans ce paraître, tu vois, de la meuf cool, la meuf qui dit rien. Et en fait, quand j'explose, du coup, j'explose et au mauvais moment, et pas forcément auprès des bonnes personnes non plus. Donc de prendre vraiment du temps pour soi, de savoir s'écouter aussi. Du coup, je vais revenir sur le signe du poisson, mais le signe du poisson, normalement, est un signe avec beaucoup, beaucoup d'intuition. Et moi, pendant très longtemps, je me suis pas écoutée. Je pense que j'ai voulu être la psy aussi de beaucoup de personnes. Mais aussi, c'est ce que je te disais hier, qu'il y avait une faille narcissique là-dedans, parce que j'avais l'impression qu'en étant la plus à l'écoute possible, ça me permettait, en tout cas, que les gens ne partent pas de ma vie. Donc ça renforçait un peu l'amour que je pouvais me porter, quoi. Aucune limite? Tu posais aucune limite dans tes relations? Est-ce que tu as l'impression qu'on empiétait un peu sur tes plates-bandes ou pas? Sur la fin, j'ai posé mes limites, justement. Okay. Mais avant, non. Tu pouvais m'appeler à n'importe quelle heure. J'étais là, et puis moi, la question de moi, si ça va, c'était secondaire, tu vois. C'était... non, mais toi, ça va? Toi, t'as besoin de quelque chose, raconte-moi, et je pouvais entendre la même histoire en boucle, et en fait ça non, tu vois, genre apprendre vraiment à poser mes limites. Je pense que ça a été vraiment le gros sujet avec les différentes thérapies que j'ai faites. C'était tout le temps et vous, Estelle, dans cette histoire, enfin ça vous va en fait du coup qu'on vous déverse tout, et à contrario, enfin je veux dire, j'ai ma responsabilité de ouf là-dedans. C'est, toutes les relations, de toute façon, il y a deux personnes. Alors, je parle là de schéma, bien sûr, je parle pas dans des trucs de violence ou quoi, mais moi, j'ai laissé aussi cette porte ouverte, parce que à ce moment-là, je pense que ça me faisait du bien de me sentir utile, et que j'avais l'impression que ça me permettait de pas être abandonnée, qui fait partie un peu des... oui, donc toi, ta responsabilité, c'est de savoir... Moi, je sais que j'ai eu cette idée dans la relation amoureuse où j'allais vers des choses un peu dégueulasses pour moi, et j'allais pas me responsabiliser pour ce que les gens m'avaient fait. Par contre, ma responsabilité, c'était de me dire pourquoi j'y vais, pourquoi j'y reste. Ouais. Tu vois, et comment... Pour moi, c'est ça, se responsabiliser. C'est-à-dire que tu vas pas porter pour les autres. Par contre, c'est toi, qu'est-ce que tu fais pour modifier ça et être au plus près de... Enfin, dans le respect de toi-même, dans l'amour de toi. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ce qui nous manque beaucoup. Avant, je confondais confiance en soi et amour de soi. Je pense que la confiance, ça vient par les trucs que tu arrives à faire. Tes expériences de réussite. Tout à l'heure, tu disais justement les ressources. Dans un voyage, tu t'aperçois qu'en fait, tu as vachement de ressources. Et voilà.
Et je pense que tu peux avoir confiance en toi sans t'aimer. Et je trouve que l'amour de soi, on le nourrit pas, en Je fait. pense qu'on peut avoir confiance en soi sans s'aimer. Moi, j'en vois plein. Des gens qui sont confiants dans le monde du travail et tout. Ok. Et pourtant, je trouve que des fois, c'est des immondes connards. Et je pense qu'ils se comportent comme ça parce qu'ils s'aiment pas vraiment. Et qu'ils ont besoin de prouver un truc aux gens. Mais du coup, est-ce qu'il y a vraiment de la confiance ou est-ce que c'est aussi du paraître, tu vois? Peut-être qu'après, ils ont confiance dans un axe particulier qui est par exemple celui du boulot, on va dire. Tu peux, à force d'expérience, te dire je suis vraiment bon dans ce que je fais. Ouais. Et à côté de ça, avoir par exemple une vie amoureuse misérable ou te comporter pas très bien avec les gens parce que tu t'aimes pas. Et donc ça défait pas le fait que tu sais que t'es bon là-dedans. Par contre, t'es peut-être effectivement, t'es pas si confiant. Et peut-être que, ou alors justement être très bon dans ton domaine et vivre de relations amoureuses pourries parce que comme tu t'aimes pas, et ben dans ce cadre-là intime, et ben tu te laisses vivre n'importe quelle histoire, qu'elle soit maltraitante ou bienveillante ou pas. Parce que tu t'aimes pas vraiment, t'es bon dans ce que tu fais. Pour moi, je trouve ça assez dissociable en fait. Ok. Et j'ai l'impression qu'on n'est que pas pour bon. moi, je vois plus ça, le truc de porter un masque, en fait, au travail notamment, et de devoir faire comme si tu gérais tout, ce qui, en tout cas, est une perception, enfin, ce que tu renvoies, alors que pour moi, la confiance réelle, c'est déjà, en fait, t'es dans une prise de conscience, tu vois, de j'ai fait ça, je me félicite. Et donc, quelque part, je sais que je viens nourrir de l'amour envers moi-même. Et du coup, pour moi, les deux vont un peu de pair. C'est forcément un petit peu lié, mais je me demande, je sais pas si tu peux avoir l'un sans l'autre. Moi, c'est que je l'ai vu chez des gens qui étaient bons dans des domaines et qui avaient des vies intimes désastreuses. Désastreuses. Ouais. Et tu disais, mais comment tu peux être aussi bon dans ton domaine? Et j'ai l'impression qu'ils étaient... je sais pas, on va dire dans le milieu du théâtre, ça marchait bien et tout, et pourtant ils enquillaient des relations catastrophiques et tu dis mais c'est quoi, c'est que tu t'imposes, enfin tu te laisses vivre n'importe quoi ou... Je sais pas. Moi peut-être parce que peut-être dans ma tête j'ai séparé que l'amour de soi ça allait plus dans le domaine de l'intime et tu t'autorises que des choses qui te font du bien et des relations amicales et tout ça, et peut-être qu'effectivement j'ai peut-être plus mis la confiance dans l'aspect qui va être professionnel ou en tout cas de capacité en général. Genre, je sais faire une maison, ce que mon père pourrait dire, et moi pas du tout. Mais t'as peut-être raison, peut-être que ça va un peu plus de pair que ce que je croyais. De toute façon, je pense pas qu'il y ait de bonnes réponses, de bonnes ça dépend des gens, absolues. Mais en tout cas... mais on s'aime pas vraiment. Moi, les deux ont été de pair, puisque quand j'ai appris à poser mes limites, et d'ailleurs, c'était pas du tout que dans la sphère amoureuse, hein, c'était dans la sphère vraiment relationnelle. Notamment avec ma mère où j'acceptais tout et n'importe quoi, mais je savais pas comment réagir. Et dans mes relations aussi amicales, puisque comme je te disais, avant j'étais plus dans le truc de regardez, j'ai plein d'amis où je suis toujours prise, je suis toujours... et en fait, ça vaut rien, tu vois. Et du coup, quand j'ai commencé à stopper et à mettre mes limites, c'est parce que je reprenais aussi confiance en fait, là, toutes les croyances que tu as eues de par ton bagage émotionnel, ton passif, du coup, tu restes plutôt que d'être seule, alors que j'allais pas être seule, en fait. Plutôt que d'être seule, je préférais accumuler un peu, tu vois, plein de petites crottes partout. Enfin, c'est pas sympa à dire, mais je parle pas bien sûr de ces personnes. Je parle de relations de manière générale, en tout cas des moments qui me faisaient pas forcément du bien. Combler vite, quoi. Voilà. C'est ça. Et donc ça, je pense que ça a été l'apprentissage, mais c'est un apprentissage aussi que j'ai vécu un peu en étant forcée de le faire, puisque donc à mes 27 ans, c'est vraiment le gros tournant dans ma vie, puisque je quitte mon taf, je quitte mon mec, et je déclenche une attaque de panique qui va bouleverser ma vie pendant, là encore aujourd'hui, même si ça va beaucoup mieux, mais pendant 2 ans, où là, tout d'un coup, tu vois ce côté aventurière, je suis incapable de sortir de chez moi, je n'arrive plus à dormir, je tourne en boucle dans ma tête, j'arrive pas, tous les jours, je me dis, mais faut juste que je me réveille dans 6 mois, quoi. Et c'est horrible, je suis plus capable d'aller au resto, d'aller au cinéma. La première fois que je retourne au cinéma, c'est... je check la porte d'issue tout le temps et je me dis, au pire, si jamais je refais une attaque... Je peux sortir par là. Ouais, et l'hôpital, il est à 30 minutes, et voilà. Mais ça, c'était pendant 2 ans,
où en fait, je pense que ça a été un appel. Enfin, maintenant, je le vois comme ça. Je me dis que ça a été un appel d'amour de mon corps qui m'a dit, là, si tu continues comme ça, tu vas droit dans le mur parce que tu es en train de te fuir et que ça fait plusieurs fois qu'on te fait des petits signaux de ah, j'ai un peu du mal à respirer, je me sens très fatiguée. Regardez, j'étouffe un soir sur 2, mais ça va. Mais voilà, exactement. Je me souviens très bien qu'avec mon ex, on faisait des petites balades nocturnes des fois où je disais j'ai l'impression que là, je suis en train de faire une crise cardiaque et tout, et lui qui avait déjà fait des crises d'angoisse, il me disait non Estelle, tu fais une crise d'angoisse, viens, on va faire des exercices de respiration et tout. Et en fait, j'ai tout le temps laissé le truc... j'étais pas heureuse dans ma relation, enfin vraiment pas heureuse. Je négligeais énormément mes vraies amitiés, T'étais pas attentive. J'étais pas du tout attentive à là où je devais aller, mais j'avais peur de quitter. Oui, puis encore une fois, est-ce qu'on est vraiment éduqués à ça? On nous a éduqués à faire, même si nos parents sont cool ou moins cool, c'est un peu... On nous apprend pas si jeune que ça à dire check bien régulièrement que ça va, que t'es bien. On dit, à un moment tu vas faire des études, puis à un moment tu vas trouver un taf un peu similaire à ce que tu as étudié, et puis un peu tu vas trouver un amoureux, une amoureuse, et puis un peu tu vas te mettre... Bon, et puis il y aura quelques variations, parce qu'aujourd'hui on parle plus de variations, c'est un peu moins, mais c'est un peu ça. Et on te dit jamais, il faudra que tu vérifies que les gens autour de toi ils sont cool, que la personne avec qui t'es c'est cool, que l'endroit où tu vis, que l'endroit où tu travailles. Mais Dieu merci, il y a le corps. Hein. Ouais. Enfin, même si c'est horrible. En vrai, c'est triste d'en être passé par là. Par contre, pour moi, ça a été... c'est terrible à dire maintenant, genre un tremplin, parce que c'est faux, mais ça m'a nécessité de m'arrêter. Parce que là, c'était tellement violent, parce que ce qui se passe dans le corps, c'est comme si tu étais dans une situation d'énormes chocs émotionnels, donc comme si tu te retrouverais là avec un tueur en face de toi avec un couteau. T'as peur de crever. Et là, tu captes plus du tout ce qui se passe dans ton corps. Et donc, il y a un réapprentissage derrière. Tu redeviens un enfant, un bébé qui ne sait plus faire les choses essentielles de sa vie. Ce qui est terrible pour ton entourage, c'est qu'il ne comprend pas parce que c'est brutal. Mais attends, mais Estelle, toi, tu es capable de faire ça. D'habitude, tu n'as jamais peur de rien. Et là, prendre un bus, tu peux pas. Là, moi, depuis cette année, je reprends le train. J'ai été me confronter à Paris où j'ai pris le train toute seule, mais pour moi c'est un challenge qui est genre juste incroyable. Ma sœur qui a déjà fait des crises d'angoisse à chaque fois me dit mais meuf t'as fait ça toute seule, mais genre c'est dingue et je trouve ça trop bien en fait de se féliciter. Donc du coup moi justement là en ce moment ça m'apporte des victoires. Tu vois, de me dire putain ça tu l'as fait, mais meuf t'es genre ultra badass, genre ça paraît tellement bête pour le commun des mortels et tellement ordinaire, mais pour moi c'est n'oublie pas en fait d'où tu viens et merci tu vois à mon corps de m'avoir envoyé cet appel d'amour parce que je le voyais pas et que ça a bouleversé tout et que du coup mon corps est tellement plus fort maintenant que ça m'a aussi permis de mettre mes limites dans toute ma sphère amoureuse notamment. Oui, donc en fait, comme beaucoup de gens, une grande conscientisation du corps, de la tête, que le corps parle. Ouais. Ça n'empêche pas qu'il y a plein de fois où tu sais ça va pas, je me dis pas putain je vais me faire un peu de méditation, je me dis allez je vais sortir à boire des coups avec mes potes et tu vois ça va être le lâcher prise. Oui, mais tu le sais. Oui, c'est ça. Moi, j'avais l'impression, par exemple, dans ma consommation d'alcool, je sais pas si je l'ai dit, je fais le dry January, quelle sale idée, bref. Mais tu as très très bien tenu hier soir, il est vrai. Alors que j'ai essayé... Non, pas du tout, je t'ai pas du tout souvenue. T'étais là, tu veux une bière? Non. Tu veux du vin? Non, c'est faux. C'est faux. Mais c'est ça que j'ai horrible et au contraire, te félicite. J'ai quand même regardé ton verre d'eau en me disant... une goutte. Mais il était dégueulasse, t'inquiète pas. Ok, t'as bien fait de prendre de l'application. Ah putain, mais en tout cas, je trouve, par exemple, moi dans mon cas, à une époque, je buvais pour éviter mes pensées, mais j'en avais pas conscience. Rupture, truc qui allait pas, crise d'angoisse, je me dirigeais vers l'alcool pour les raisons qui sont shoot de dopamine et tout. Et je le fais différemment aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a quelque temps, j'ai vécu dans la même semaine une rupture amoureuse, amicale en 48 heures, c'était beaucoup trop. Et le mercredi, j'en ai eu marre. Je suis sortie du lycée. Parce que j'y travaille, pas parce que je suis élève, faut pas déconner. Et je m'en rappelle, je me suis dit, là, j'ai pas envie. En fait, ça faisait 2 jours que j'étais en... Et donc, je suis allée me chercher une grande bouteille de bière. Je savais que j'allais être légèrement ivre. Après, je savais que j'étais chez moi, que je pouvais me coucher et tout.
Mais je savais exactement que sur le moment T, que c'était pas forcément une bonne idée, mais que le but, c'était juste, là, pour ce soir, on arrête. Ouais. La tête va De trop se vite. foutre la paix C'est ça. Ok. Et je savais que ça allait redescendre, que malheureusement, quand même, l'angoisse baisse avec l'alcool. Mais je savais que c'était momentané, instantané, que c'est pas quelque chose que j'allais répéter. Ouais. J'avais complètement conscience de mon truc de A à Z. Ok. Et tu penses qu'avant, du coup, tu l'avais pas? Parce que t'étais déjà quand même dans ce truc de fuite. En fait, je savais pas que je fuyais. Je savais que ça me faisait du bien Ok. de prendre de la drogue ou de boire, mais par contre, c'était pas momentané, c'était répétitif. Puisque de toute façon, les idées reviennent toujours. C'est pas, je le fais ce soir et demain, je traite mes idées. Ouais. Mais ça va me demander un peu de force et là, je suis vraiment fatiguée. Ou voilà. Là, c'était juste ma vie. Ok. Et le fait de ne pas vouloir être seule, pareil, de la frénésie. Mais c'est dingue hein, parce que tu sais, quand je regarde vraiment autour de moi, c'est rare que je constate pas chez quelqu'un un problème avec l'alcool. Alors à divers niveaux, Oui. hein, bien sûr. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, dans notre génération, c'est vraiment devenu un peu une béquille. Alors c'est triste parce que en fait, c'est tellement t'es dans le patrimoine culturel de mais je suis pas alcoolo, je suis juste un bon vivant ou une bonne vivante. La limite, en fait, elle est parfois ultra fine. Et ce qu'on disait Moi, hier, pendant c'est longtemps, culturel. je me disais aussi, tu vois, juste le fait de pas boire seul, je me disais, bah, du coup, c'est que c'est ok. Mais non, en fait, c'est pas ok. Si tu veux sortir tous les soirs, tu peux sortir tous les soirs. Et donc, il y a quand même un truc de. Le monde est tellement dur, j'ai l'impression que des fois, c'est plus facile de fuir assez. En plus, tu te connectes sur les réseaux. Enfin, moi, je sais que sur Instagram, j'ai que des trucs. D'alcool? Non, que des trucs horribles sur le monde, tu vois. Moi, j'ai coupé et en fait, c'est hyper anxiogène. Donc, c'est horrible. Moi, je te disais, là, des ados, parce que nous, on n'a pas eu ça à l'adolescence. Mais je me dis, moi, ça m'angoisse à 30 ans passés. Ouais. Et ils ont 15 ans, quoi. Ouais. Et ils ont ça tout le temps sous le nez. Je sais pas et ils sont très anxieux, bien plus qu'on l'était. Parce qu'ils ont les préoccupations adolescentes qu'on avait, où déjà tout est un peu dramatique, tout prend des grandes proportions, plus ça. Plus le fait de réussir le bac, plus déjà de savoir ce que tu veux faire après, qui sont déjà des grands questionnements. Et eux, voilà, on leur rajoute... Puis comment te projeter quand le monde est incertain, enfin, ça c'est doit un peu le discours futile, quoi. C'est un peu le discours tenu, ou même l'idée de pas faire d'enfants du tout, parce qu'ils savent déjà que... Enfin, et c'est un peu difficile de les contredire, d'ailleurs. Ouais. Tu leur dis juste, je suis désolée, mais je vais pas m'excuser pour les violences. Enfin, je peux, mais en soi... Et ben justement, oh là là, mais tu me fais faire des transitions d'une facilité. Incroyable. Le fameux monde actuel. Donc là, énorme inflation dans nos tronches depuis un an et demi. Écologiquement, à moins que tu sois vraiment à la ramasse, je pense que tu sais que c'est pas le moment le meilleur. Quoi Ah bon? On en parle après, je t'explique, mais c'est pas... Choquée, jamais entendu pas ça. ouf, mais... quoi. Non. Par rapport au fait qu'il faisait 35 degrés en octobre, hein, on était genre, qu'est-ce que... Et puis, donc, on sait que ça influence plein de gens. J'en parle dans l'intro, j'en ai parlé avec des copines. J'ai des copines qui ont fait des enfants, d'autres où c'est complètement mort là-dessus. Enfin, des copines et des copains. Est-ce que toi, alors ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais est-ce que le monde, comme il est aujourd'hui, est-ce que ça influence des choses chez toi? Comment tu te places dans ce monde-là? Et est-ce que ça te fait te questionner? Parce que là, tu vis effectivement à Nantes, dans une ville qui est chouette et tout. Je sais qu'il y a des gens qui quittent les villes. Et est-ce que ça influence tes choix de consommation, de projection de vie? Carrément. Alors du coup, j'étais au courant, effectivement, que la planète allait quand même pas tu m'as bien eu. C'est les 50 théâtres encore qui reviennent. Waouh, c'est impressionnant. C'est dingue, tu joues très bien. Toujours des petits restes comme ça. Bien sûr que ça m'influence. Alors, moi, dans mes choix de vie, énormément, je pense qu'il y a un premier truc, c'est l'alignement avec moi-même. Dans le sens où je sais que ce que je fais, ça n'a pas révolutionné le monde. Même si on était énormément à le faire, certainement que si. Par contre, c'est juste que je pouvais plus nourrir cette culpabilité envers moi. Donc, je suis devenue végétarienne il y a 8 ans. Et dans mes choix de vie, c'est, tu vois, je me déplace qu'à vélo ou à pied. Ça m'arrive de prendre peut-être 2 trains dans l'année. Je prends plus l'avion depuis 3-4 ans.
J'essaye au maximum, tu vois, en fait, je constate qu'il y a plusieurs pans dans le militantisme. Du coup, le militantisme, ça peut être effectivement dans ta vie quotidienne, ton choix de vie, dans tes actes de consommation, parce que je suis persuadée qu'un acte d'achat, c'est aussi un droit de vote, d'une certaine manière, parce que si on arrête d'acheter toutes et tous cette merde, peut-être que cette merde n'existera plus. Même si, encore une fois, j'ai pas non plus envie de remettre toute la culpabilité et puis, il y a aussi le truc de me dire, moi, je suis privilégiée parce que j'ai ce temps de remettre en question, ce temps d'aller vers des médias indépendants. J'ai bien conscience qu'une famille en grande précarité, ce qui l'importe, c'est de savoir le toit au-dessus de sa tête à la fin du mois, comment ils vont payer, comment ils vont nourrir la famille. Donc, voilà, on va dire que pour moi, c'est des choses. Oui, tu sais que c'est un privilège occidental. Mais je comprends moins, par contre, quand c'est des personnes qui ont clairement tout ce loisir, ce temps, même si très souvent ça s'explique par la haute bourgeoisie, qui peut être une réponse. Donc, il y a cette façon d'être au quotidien. Et il y a différentes manières de le mettre en œuvre aussi. Ça peut être en faisant de l'éducation, donc auprès de ses proches. Moi, je sais que les réseaux me servent principalement à ça, à transmettre en tout cas des informations à des personnes où je sais qu'en plus on ne vient pas forcément du même milieu, on n'a pas forcément les mêmes idées sur tout, et du coup c'est chouette parce que BFM et compagnie prennent tellement d'ampleur que c'est catastrophique. Donc rétablir un peu, en tout cas contrebalancer. Attends, CNews a quand même fait le lien entre les punaises de lit et les migrants. Ouais, non mais J'étais là, mais jusqu'au bout, hein. Ouais. C'est pas qu'est-ce que... En fait, moi je sais pas si ça me fait rire ou si ça m'effraie au plus profond, parce que je me dis, c'est tellement gros. Et moi, ça me met en état de choc à chaque fois. Tu sais, je parle plus. Ouais. C'est comme le gouvernement qui nomine des personnes, des ministres. À chaque fois, je suis toujours en état de... J'ai l'impression de plus être capable de... Ça, je pense que techniquement, ça me mettrait en colère, mais ça me laisse un peu genre... Mais tout ce qu'il y a de pire à faire ou à dire est fait et dit. Ouais. Donc, j'ai l'impression que mon cerveau, il dit, bon, on arrête, là, qu'est-ce que tu veux... Clairement. Ouais, non, mais c'est... On n'a pas la main mise dessus. Tu sais que je pense qu'en fait, la montée du fascisme aussi fait que on s'habitue, on a normalisé en fait la violence. Et donc, du coup, on voit tellement de choses horribles que je pense que notre cerveau serait juste pas capable, en fait, de se confronter et de prendre le temps de chialer, là, pour tout ce qui se passe. En fait, t'aurais même pas assez de 24 heures dans ta journée. On serait vide. Et on serait vide. Et donc, je pense qu'il y a des fois où, on omet des choses, mais parce qu'en fait c'est pour notre propre survie, notre propre bien-être, et qu'en fait ça fait chier aussi que les personnes les plus éveillées, en tout cas sur ces sujets-là, sont aussi souvent les personnes qui vont le plus mal, parce que nous on prend tout en pleine tronche, qu'on se documente, qu'on se renseigne, et que vivre comme un imbécile heureux ou heureuse, ça serait beaucoup plus facile. Et donc avec mes potes, je pense que c'est un terme qui est assez défini, on parle souvent du repos du militantisme, qui est, mais là, une des raisons aussi, c'était beaucoup de manifestations, tout ça, et en fait, il y a un moment où moi, ça m'a mise dans un état d'insécurité, mais totale. Enfin, j'avais trop peur de tout ce qui se passait, de la violence policière. Enfin, pour moi, c'était... Ouais, tu te confrontes à des choses que tu vois, sur le moment, tu te dis, ok, et tout, ça va, et en fait, le soir, tu tournes en boucle et tu te dis, mais c'est quoi le sens de tout ça? Et donc, de s'accorder des moments où... tu sais quoi, tu vas pas militer, tu coupes les réseaux ou tu veux te mettre toutes les pires comédies romantiques qui sont toujours ultra sexistes, mais ça te fait du bien, tu vois. Et pendant un temps, moi, je me suis maté tous les téléfilms de Noël où j'étais là en mode ok, c'est encore Brandon c'est vraiment nul. qui monte un orphelinat parce que c'est un bête de mec. C'est pas grave de toute façon puisqu'il est milliardaire. Mais bien sûr, cette petite meuf qui était complètement bête parce qu'elle passait à côté de l'histoire d'amour de sa vie à vouloir monter son auto-entreprise de cupcakes quand même. Mais juste moi, ça me faisait du bien, tu vois. Et c'est les côtés un peu contradictoires où tu peux avoir des valeurs et toujours mater les mêmes merdes où tu vois, il y a un peu ce truc de être doux envers soi-même. Et c'est aussi accepter que il y a plein de choses où tu te dis mais attends, mais j'ai conscience que c'est de la merde. Et pourquoi? Mais parce qu'en fait juste ça me fait du bien là, et que je peux pas être tout le temps cette adulte responsable
Donc, Mais du coup, je vais te demander pour terminer, est-ce que tout ça, tout ton militantisme et tout, ça t'a permis d'avoir je sais pas, un proverbe, une phrase, une leçon de vie, un leitmotiv que justement tu gardes en tête pour qu'on termine ce podcast sur une douce note. Et pas du tout, au contraire, je trouve ça très bien ce qu'on a parlé, mais c'est violent, le monde est violent, tu l'as dit. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aide justement à te faire du bien au sens pouvoir te remettre dans des moments de bien quand ça prend vraiment de l'ampleur? C'est pas des citations, Moi, ça m'aide beaucoup d'être dans l'action, ça c'est sûr. J'ai besoin de m'entourer de personnes avec qui on peut avoir des vraies discussions profondes. Tu vois, on en parlait hier, mais le truc de se demander ça va, mais ça va vraiment comment, tu vois. Ça, c'est hyper important parce que tu sais que cette écoute, elle est possible et qu'en fait, il y a plein de fois où tu te prends des vagues de ça va vraiment pas et c'est chiant de porter un masque. Je dirais qu'en fait, de manière générale, se montrer vulnérable, c'est vraiment permettre aux autres en fait, de rentrer dans son monde, son petit monde à soi, de tomber aussi profondément amoureux, amoureuse, mais de vraiment faire le truc. Ouais. De vraiment fort, et que ce soit en amitié, que ce soit en amour sentimental, que ce soit en amour familial, enfin peu importe, mais de jamais, oser dire les choses, mais tu vois, notamment en relation amoureuse. Et moi, on parlait hier de jouer le faux détachement. Ouais, ce truc de non, je m'en fous. De laisser passer. Et en fait, pas du tout. Mais tellement important. Juliette, elle disait ça. On n'est jamais vraiment cool quand on a des sentiments. On n'est pas. On est un peu fébrile quand on n'est pas. Ça, c'est terrible. Et on veut pas être ça, tu sais. Et c'est vrai quand t'es amoureux, t'as pas vraiment le recul. T'es juste dans tes émotions, quoi, dans tes sentiments. Carrément. Ça sert à rien de jouer un truc de. Ouais. Moi, à chaque fois que j'ai terminé une relation et que justement je me suis montrée vulnérable, je me disais, tu vois, souvent ça se terminait en mode genre le mec me ghost parce que émotion, donc c'est horrible en fait parce qu'il te met dans une situation et te silencie quoi, parce que trop difficile pour lui de gérer ses émotions. Et je me disais toujours, vas-y, je veux pas être dans la colère, j'aurais carrément eu le droit, hein. Mais je me disais, vas-y, je vais lui faire un beau message d'au revoir, de lui dire tout ce que j'ai aimé chez lui, ce que j'aurais aimé, en fait, le care, le vraiment prendre soin aussi de quand t'es dans la relation, mais aussi quand tu la termines, c'est genre ultra important. Et je faisais ça parce que je me disais, putain, si demain il y a une meuf qui passe derrière, si on fait pas ça entre nous, tu vois, déjà juste pour sororité, même si en vrai, quand même, flemme de les éduquer, mais déjà, c'est une porte ouverte au monde des émotions, et je pense qu'en fait, si on prenait soin les uns des autres de se questionner sur vraiment comment on va libérer nos émotions, nos sentiments, nos paroles, et ça serait tellement mieux. Donc moi, j'ai jamais regretté une seule fois de m'être montrée vulnérable parce que je me suis toujours dit, si la personne l'a pas saisi, c'est que ça devait se terminer et que voilà. Mais c'est parfait pour terminer cet épisode. Non, mais moi, je trouve ça très chouette. Je vais en garder une partie dans ma tête. Et je ne serai pas la seule. Merci Estelle. Merci à toi Lisa. Merci à vous d'avoir écouté un épisode de À nos 30 ans, le podcast qui témoigne d'un âge de l'entre-deux assumé et raconté par les trentenaires eux-mêmes. À bientôt.